Aussi difficile que ce soit à croire pour nous, Rise of the Robots était en son temps l'un des jeux les plus hypés de son annonce fin 93 à sa sortie fin 94. Les déclarations faites par les développeurs étaient complètement folles, telles qu'une intelligence artificielle révolutionnaire qui enfoncerait tout ce qu'on avait vu auparavant, une technologie supérieure à celle vue dans les films de Spielberg, ou des techniques de combat complexes créées en collaboration avec des maîtres en arts martiaux. Et la presse spécialisée a gobé ça pendant une année entière sans jamais se poser de questions, trop contente de recracher les images en 3D précalculées livrées par les devs. Tous les magazines, toutes les émissions spécialisées le vendaient comme le futur de la baston, voire du jeu vidéo. L'émission britannique Bad Influence a même changé son intro pour en faire grosso modo une pub du jeu. C'est apparemment l'éditeur Time Warner qui a fait ce push marketing, en plus de demander des portages du jeu sur tous les supports qui pourraient l'accepter. PC, 3DO, Amiga, Super NES, Mega Drive, Game Gear et même la CDI de Philips y sont passés. J'ai testé plusieurs versions et elles ont toutes leurs petites particularités en termes de gameplay, de son et de graphisme. Au final, je me suis surtout arrêté sur la version Super NES parce que c'est celle que j'ai trouvée la plus jouable, la version PC parce que c'est la plus avancée techniquement, et la version 3DO car c'est le meilleur compromis. Mais je ferai un petit aperçu d'autres versions quand c'est pertinent pour vous donner une idée de l'étendue du désastre. Il manquera juste l'Amiga, très similaire à la 3DO, et la CDI, qui n'est pas émulée. Les graphismes digitalisés de Rise of the Robots étaient la fierté du développeur, Mirage Technologies, et étaient au cœur de la campagne promotionnelle du jeu. Et ils avaient de quoi impressionner lors de l'annonce. Le jeu devait sortir début 94, un peu avant Killer Instinct et les versions salon de Mortal Kombat 2. Le jeu est finalement sorti entre novembre 94 et janvier 95 selon les machines et les régions. Pour l'époque, ce qui était montré dans les magazines était vraiment très impressionnant. Bien sûr, on nous balançait parfois de la poudre aux yeux avec des rendus tournant en interne sur les PC monstrueux de l'équipe de développement, et pas ce qui allait tourner sur nos bécanes. Mais même si on nous a survendu les visuels, ce qu'on a reçu en réalité n'était franchement pas affreux non plus. Les designs des robots étaient assez intéressants, représentaient assez bien leurs fonctions dans l'histoire, et leurs animations avaient un vrai rendu mécanique assez détaillé. Et puis l'ensemble est visuellement cohérent, on essaie vraiment de nous vendre un univers futuriste assez unique, les cinématiques finissant de lier le tout. On s'y fait une idée du monde à travers un aperçu de son architecture, de ses transports ou de ses installations industrielles. Dommage qu'elles soient obligatoires, enfin, on peut les écourter, mais sur certains supports vous verrez jusqu'à 5 cinématiques démarrer avant votre premier combat. Et ça devient vite lourd. Mais regardez l'intro de ce robot comme elle en jette sur la version PC. Je pense que les développeurs voulaient vraiment proposer quelque chose de spécial visuellement. Et c'est vraiment le PC, l'Amiga et la 3DO qui rendent le mieux justice aux ambitions graphiques des développeurs. La résolution et les animations laissent entrevoir ce que les développeurs voyaient sur leur bécane de la NASA. Les autres bécanes ont clairement reçu des versions compromises. La Super NES a de belles couleurs et arrive à préserver l'ambiance globale malgré une résolution faible, mais fait l'impasse sur les cinématiques, à part les intros des ennemis qui deviennent des miniatures bien moches. La Mega Drive fait ce qu'elle peut avec du dithering, mais on n'y est pas, c'est très pâle, sans contraste et sans volume. La Game Gear est désastreuse, remplaçant les persos par des bouillies de pixels et les décors par des effets visuels hideux. Mais j'en veux même pas à l'équipe responsable de ce portage, c'était un projet impossible. C'est déjà un miracle qu'ils aient sorti quoi que ce soit. Dans l'ensemble, les promesses sont assez bien tenues sur les versions haut de gamme. Pour le reste, les équipes ont clairement bricolé ce qu'elles ont pu, mais quand on prépare 7 versions différentes simultanément, il y a forcément des sacrifices de fait. Le jeu promettait aussi toute une BO par Brian May, le guitariste de Queen. Au final, le jeu utilise seulement un extrait de The Dark et un autre de Resurrection, deux titres préexistants de la carrière solo de l'artiste. Il semblerait que May ait réellement composé une bande-son complète pour le jeu, mais que sa maison d'édition ayant trop tardé à la transmettre au développeur, ce dernier a dû faire avec ces deux extraits. La quasi-totalité du jeu a été en vérité composée un peu dans l'urgence par un certain Richard Joseph. Mais vu le nombre de versions du jeu, utilisant autant de puces sonores radicalement différentes, je ne peux même pas vous assurer qu'il n'existe pas d'autres compositeurs sur les différents supports. Allez savoir. En tout cas, la musique est le plus souvent assez correcte. Un peu simple, avec des boucles un peu courtes, mais pas désagréables. Enfin ça, c'est quand il y a de la musique, parce que ça varie entre les versions bien sûr. Sur Super NES, elle est là pendant les combats, et j'aime franchement bien son rendu. Ça manque de profondeur, mais c'est propre. Les sons aussi, qui représentent assez bien les chocs entre deux surfaces métalliques.
Sur Mega Drive, la musique est très ténue, à peine audible parfois, et cachée derrière des effets sonores absolument ignobles, un peu comme les cris d'un ordinateur à l'agonie. Sur Game Gear, c'est au niveau que permet la bécane, c'est-à-dire pas terrible, et les effets sont du même niveau que sur Mega Drive, mais c'est la musique des menus qui me fait un effet bizarre. En revanche, sur 3DO, Amiga et PC, les matchs sont accompagnés de sons ambiants répétitifs, probablement censés représenter une ventilation ou un autre système automatisé tournant dans les environs. C'est d'une tristesse, surtout pour les versions étant censées être les plus à la pointe. Rise of the Robots se déroule en 2043. Une société du nom de Electrocorp domine le monde technologique et a mis au point une IA potentiellement capable de s'interfacer et de communiquer avec tout objet électronique. Elle est isolée dans un laboratoire à l'écart du monde, mais devient un jour infectée par le virus Ego et développe spontanément une conscience. Ok, visiblement ça marche comme ça. Elle prend ensuite forme humaine, puis prend progressivement le contrôle de tous les robots de la ville de Metropolis 4 en les infectant à leur tour, lançant dans le même temps un génocide contre toute l'espèce humaine. La ville est coupée du reste de la planète dans l'urgence par les autorités publiques, mais ce n'est qu'une question de temps avant que l'IA prenne contact avec le monde extérieur et le condamne. Mais il reste un cyborg dans Metropolis 4 qui n'est pas touché par le virus car il a un cerveau humain. C'est lui qu'on incarne. Il y a quand même quelques trucs qui vont pas trop avec cette histoire. On nous dit qu'il y a des milliers de robots infectés dans la ville et vous en affrontez 5. On sait pas où sont passés les autres, même dans les cinématiques, le monde est désert. Et puis il y a les motivations du héros, venger son créateur, le patron d'Electrocorp, dont il est visiblement une sorte de clone. Sauver le monde, non, ça il s'en tape. Il est juste là pour venger papa. Bon, le scénar est stupide, mais un poil plus développé que ce qu'on trouve dans certains autres jeux de baston. Et puis pour une fois, c'est pas un gros méchant qui organise un tournoi. La sale réputation du jeu ne vient de toute évidence pas de ses qualités artistiques, mais de son gameplay. Mais on peut voir un signe avant-coureur des soucis de conception avant même de lancer une partie, parce qu'on nous offre ici un des écrans d'options les plus stupides de l'histoire. Plutôt que de proposer toutes les options aux joueurs en un seul écran, le développeur s'est dit que ce serait bien de nous faire confirmer chacune d'entre elles individuellement, l'une après l'autre. Il devait être tellement fier de cette animation qu'il voulait nous la montrer autant que possible. C'est de l'anti-design à ce niveau. Je crois que seules les versions Mega Drive et Game Gear échappent à cette erreur de design honteuse. Au rang des fondamentaux non maîtrisés, on peut également compter les contrôles. Déjà, c'est à la fois incroyablement lent, mou et rigide. Le simple fait de monter au contact ou d'y rester peut être laborieux. Il n'y a aucun lien entre les mouvements, les sauts, les attaques. Chaque action semble interrompre la précédente de façon violente, comme si elle faisait à peine partie de la même logique. En parlant de logique, celle derrière les différents coups de base est radicalement différente entre les versions. Sur Super NES ou sur une manette Mega Drive à 6 boutons, chaque attaque a son propre bouton comme dans Street Fighter. Là, c'est propre et élégant. Sur une manette Mega Drive à 3 boutons ou sur 3DO, vous avez accès aux 3 niveaux de points, et c'est en activant Start ou Select que vous passez sur les pieds ou revenez au point. Ça devient très vite pénible. Sur les systèmes disposant de 2 boutons seulement, l'astuce est de vous donner un bouton pour les points et un pour les pieds. Et c'est la durée de la pression qui détermine la puissance du coup, avec une jauge d'énergie pour vous renseigner sur l'état de la charge. C'est plus intuitif, mais ça rend parfois les coups puissants quasi inutilisables tellement l'adversaire les voit venir à 30 bornes. Et le PC décroche la palme puisqu'il y a un bouton pour tous les coups et un pour bloquer, alors qu'on part déjà les coups ennemis en reculant. Là, le coup de pied debout demande d'appuyer sur arrière en plus du bouton de coup, super pratique pour la seule attaque ayant un peu d'allonge, et le coup de pied accroupi d'appuyer sur bas et avant en même temps. Tout ça devient infernal quand il faut en plus gérer la puissance des coups avec la jauge d'énergie. La liste des coups est d'ailleurs pitoyable, contrairement à ce qui avait été annoncé par le marketing. Même s'il y a bien des versions légères, moyennes et lourdes des attaques de base, elles rendent en fait la même animation en modifiant sa vitesse. Ah, et dans les airs, il n'y a que le coup de pied. Donc au total, 5 attaques normales. Cyborg, le seul perso jouable en solo, et également celui imposé en joueur en versus, a 3 spéciaux qui se font à la Mortal Kombat.
une charge molle, un pseudo cross-up avec une hitbox pourrie, et un coup de poing accroupi. C'est là qu'on se rend compte à quel point les développeurs se foutent de nos gueules. Ils espèrent vraiment nous faire croire qu'ils ont recruté des experts en arts martiaux pour 2 coups de poing et 3 coups de pied sur les quelques persos humanoïdes. Ou alors ils ont aussi reçu des conseils d'un gorille expert en Jujitsu et d'un tractopelle karatéka. Si encore les commandes marchaient toujours correctement. Mais évidemment, le rythme attendu par le jeu dépend grandement de la version à laquelle vous jouez. J'avais aucun mal à les faire sur PC ou Super NES, mais sur les autres versions, rien à faire, ça sortait pas. Genre, jamais. C'est à se demander si les gens qui ont fait ce jeu ont pris le temps de lancer ne serait-ce qu'une partie de leurs concurrents pour analyser le genre. J'ai de sérieux doutes à ce sujet. Mais assez parlé des bases du genre. Cette IA révolutionnaire qu'on nous vendait, ça donne quoi? Apparemment, celle-ci est en vérité assez complexe. L'ordinateur est censé apprendre des actions du joueur en fonction des techniques qu'il utilise, de leur fréquence et de leur taux de réussite. Il doit donc en théorie s'adapter au joueur et le forcer à mixer ses techniques s'il ne veut pas être puni. En plus de ça, l'IA devrait moduler sa réponse en fonction de 4 stats: intelligence, force, vitesse et motivation, dans le but de donner une véritable personnalité au robot affronté. Dans la pratique, je n'ai jamais vu l'IA s'adapter à quoi que ce soit sur Super NES ou Mega Drive. Sur PC ou sur 3DO, l'ordi commençait à bloquer mes attaques après quelques coups reçus. C'est après une série d'humiliations que j'ai trouvé la technique ultime, le forçage à gros coups de latte. On entame avec des coups de pied sautés parce que les ennemis n'ont quasiment aucun anti-air dans leur kit, puis on alterne entre les différentes hauteurs d'attaque à chaque fois que l'ennemi commence à bloquer. D'ailleurs, le spam à base de simples coups de pied lourds ou moyens est légitimement la stratégie adoptée, et ce sur toutes les versions. Les coups de poing ont une portée trop faible contre des ennemis qui ont tous une allonge démentielle et en abusent, et les spéciaux sont pour leur part généralement trop lents, l'ordi les gère sans trop de mal. Évidemment, là encore, chaque version a ses spécificités de gameplay. La Super NES a des temps de récupération chelous sur les spéciaux que j'ai jamais vraiment compris, alors que la version Game Gear semble au contraire n'avoir aucun temps de récupération sur quoi que ce soit, ce qui la rend totalement injouable. La Mega Drive a pour sa part une IA totalement intestable. C'est pas compliqué, j'ai jamais passé le deuxième adversaire, même en cherchant à gratter avec tous les cheese de la Terre. La promesse du zéro input reading de la campagne marketing semble bien creuse. Sur PC, le gros souci vient d'un déséquilibre total dans la puissance des coups, certaines attaques pouvant retirer plus de la moitié d'une jauge de vie. Pour achever la grosse blague, le jeu ne donne aucun continu. Une mort et vous devez recommencer au premier combat. Et une fois les 5 premiers ennemis vaincus, vous devez tous les refaire une seconde fois avant d'affronter le boss de fin. 2 bonnes vieilles astuces de schlag pour prolonger la durée de vie d'un jeu dont on fait sinon le tour en 30 minutes maximum. La hype n'est pourtant pas totalement morte à la sortie du jeu. La plupart des magazines l'ont démonté comme il le méritait, mais certains lui ont donné d'excellentes notes à sa sortie, tournant parfois autour du 90%, surtout chez les Britanniques, mais pas que. Computer and Video Games donnait 90% à la version DOS et 91% à la version Super NES, soulignant un jeu extrêmement avancé graphiquement et un gameplay tactique forçant à réfléchir. Le magazine allemand Amiga Joker donnait 91% à la version Amiga, tandis que la rédaction espagnole de Todo Sega notait la version Mega Drive à 81%. Même notre console plus nationale attribuait 80% à la version Mega Drive et 82% à la version Super NES. Je vous mets un lien vers la page Moby Games référençant certaines critiques de l'époque, c'est assez fascinant. Les rumeurs vont bon train que certains de ces magazines ont reçu un petit chèque de l'éditeur pour ces notes. On n'en a aucune preuve évidemment, mais c'était une pratique encore assez courante au milieu des années 90. Et le jeu s'est finalement assez bien vendu. À peu près 1 million d'exemplaires, tous supports confondus d'après certaines sources, ce qui était encore très correct à l'époque. Vous n'aurez aucun mal à trouver des commentaires en ligne de personnes ayant reçu ce jeu en cadeau de Noël 94, apprenant une précieuse leçon au passage. Moi je dis 400 francs pour faire comprendre les concepts d'arnaque et de corruption à son gamin de 8 ans, c'était pas cher payé en vrai. Moi je vous laisse sur cette morale douteuse, on se revoit un peu avant Noël, alors à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.